Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans un nouvel épisode de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui, on est de retour à Disney World Florida, à Animal Kingdom. Animal Kingdom est le quatrième et dernier parc à avoir ouvert à Disney World en 1998. Comme son nom l'indique, il s'agit avant tout d'un parc animalier. Il faut savoir que Walt Disney avait comme projet d'incorporer des animaux dans ses parcs dès la construction de Disneyland Californie. L'attraction Jungle Cruise dont on avait parlé dans la face cachée des parcs sur Magic Kingdom était censée à la base avoir de vrais animaux, mais Disney a réalisé que ça poserait trop de problèmes. Animal Kingdom est le plus grand des parcs Disney et a été construit dans le but de faire concurrence aux deux autres parcs animaliers de la région, SeaWorld et Busch Gardens. C'est aussi le seul parc Disney qui met en scène de vrais animaux dans les attractions et pas des animatronics. Mais Animal Kingdom propose bien plus qu'un simple zoo. L'idée du parc était de faire découvrir aux visiteurs des animaux vivants par le biais de safaris par exemple, mais aussi les animaux éteints comme les dinosaures et les animaux mythologiques comme les dragons. Sauf que on n'a jamais vu de dragon dans ce parc en fait. En fait, Disney avait prévu un land supplémentaire nommé Beastly Kingdom qui aurait dû ouvrir quelques temps après l'inauguration du parc. Ils avaient tout prévu, le land avait déjà un emplacement, une image de dragon était déjà visible sur le logo du parc et l'un des parkings s'appelle le parking Dragon. Sauf que vers la fin des années 90, Disney était un peu dans la dèche à cause d'un de leurs plus gros échecs. Non, je parle pas de Taram et le chaudron magique, je parle de Disneyland Paris. Et oui, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, à ses débuts, notre cher parc parisien n'était pas du tout rentable, ce qui a poussé Disney à annuler pas mal de ses projets, y compris Beastly Kingdom. Il y a ça, et aussi le fait que Island of Adventure, juste à côté, avait entre-temps pompé leur idée de faire un land sur les créatures mythologiques avec un roller coaster dragon. Si vous voulez en savoir plus, allez voir notre face cachée des parcs sur Island of Adventure. Beastly Kingdom a donc définitivement été abandonné. Jusqu'en 2014, cet espace vide a servi de land au camp Mini Mickey, une zone où les visiteurs pouvaient prendre des photos avec les personnages et assister à des spectacles. Puis, depuis 2017, c'est devenu Pandora The World of Avatar, une zone thématisée autour du célèbre film de James Cameron. Vous y trouverez deux attractions, Na'vi River Journey, une balade en bateau à travers Pandora, et Avatar Flight of Passage, un simulateur de vol à dos de Banshee. Les décors sont magnifiques et les attractions à la pointe de la technologie. C'est juste dommage que Na'vi River Journey soit un peu vide au niveau animatronics parce que le peu qu'on peut voir sont vraiment impressionnants. En plus de Pandora, Animal Kingdom contient 5 landes qui sont thématisées autour de certains pays. À l'entrée, on retrouve l'Oasis qui est un peu le Main Street de ce parc. Ici, pas vraiment beaucoup de boutiques, mais un immense jardin où on peut déjà découvrir quelques animaux exotiques. Il est aussi possible à l'entrée de prendre des photos avec des personnages souvent provenant de Disney en lien avec la nature comme Tarzan ou Pocahontas. L'Oasis débouche ensuite sur Discovery Island, une partie du parc qui a une histoire très particulière. Avant, Discovery Island était une vraie île. Construite en 1974, elle regroupait une centaine d'espèces d'animaux. Mais par manque de fréquentation, elle fut fermée en 1996 et les animaux furent transportés à Animal Kingdom. Ah, si ça se trouve, c'est pour ça qu'il n'y a pas de créatures mythologiques à Animal Kingdom. Ils se sont noyés pendant le transfert en bateau. Les animaux n'étaient pas méchants, même si certains périrent. Ok, vous voulez une info vraiment creepy? Le parc est encore aujourd'hui à l'abandon. Oui, techniquement c'est un parc d'attractions fantômes. Il y en a qui sont motivés pour faire de l'urbex. Bref, sur Discovery Island, vous pourrez admirer la pièce maîtresse du parc, l'arbre de vie, une espèce végétale fictive nommée Disneyodédron eximus. À ne pas confondre avec le Disneyodédron semperflores grandis qui nous sert de cabane des Robinson à Disneyland Paris, ça n'a rien à voir. C'est un arbre de 44 mètres dans lequel ont été gravées 325 espèces animales. Le soir, un petit spectacle tout mignon y est projeté. Pour mieux admirer ce chef-d'œuvre, vous pouvez emprunter des petits chemins autour de l'arbre et vous en approcher. Vous pouvez même entrer à l'intérieur puisqu'au pied de l'arbre se trouve une attraction It's Tough to be a Bug. C'est un cinéma 4D inspiré de Mille et une pattes. Et c'est l'attraction la plus terrifiante de tous les parcs Disney. Je suis sérieuse, si vous êtes arachnophobe ou que vous avez un petit peu peur des insectes, n'y allez pas, vous allez vraiment avoir peur. Avec l'accent sur le mot creepy. Bon après c'est une très bonne attraction, si elle fait peur c'est qu'elle est bien faite Et puis si votre âme est aussi sombre que la mienne, vous aurez la satisfaction de voir pleurer tous les gamins. Les landes sont placées en cercle autour de l'arbre de vie, c'est d'ailleurs ce qui lui vaut son nom car métaphoriquement il nourrit le reste du parc. Si vous
faites votre visite dans le sens des aiguilles d'une montre, vous pourrez tout d'abord vous rendre à Pandora tout de suite à gauche. Ensuite, en traversant un pont, vous arriverez sur le Land Afrique dans un village fictif nommé Harambé, où vous pourrez goûter des spécialités africaines. Et non, Harambé, ça n'a rien à voir avec le gorille, là, non, ça veut dire travailler ensemble en Swahili. Les Imagineers ont tenu à ajouter des détails pour rendre le lieu le plus authentique possible. On peut par exemple trouver un ancien fort portugais ou des inscriptions britanniques qui rappellent la période coloniale et ajoutent plus de véracité au lieu. En Afrique, vous aurez accès à l'attraction phare du parc, les Kilimanjaro Safari. Il s'agit de la plus grande attraction Disney au monde et l'une des plus longues. C'est aussi la plus impressionnante puisqu'elle propose aux visiteurs un véritable safari. Les animaux évoluent quasiment en liberté dans une réserve presque aussi grande que le parc Magic Kingdom et les 4x4 ouverts vous permettront de les admirer de très près. Et comme pour dans Jungle Cruise, un animateur se trouve dans chaque véhicule pour vous apprendre des choses avec humour bien sûr. Et l'avantage d'avoir de vrais animaux, au-delà du fait que ce sont de vrais animaux, c'est que du coup l'attraction est différente à chaque visite. N'hésitez pas à la faire plusieurs fois dans la journée, vous verrez peut-être des espèces que vous n'aviez pas vues les autres fois. Je vous conseille de la faire après qu'il ait plu parce qu'il y aura moins de monde et les animaux seront plus actifs. Avant, il y avait une sorte de trame scénaristique dans cette attraction. Des braconniers avaient enlevé une maman éléphant et son enfant et le guide du safari devait alors les sauver. Il y avait même une première version plus dark où la mère éléphant sous forme d'animatronique bien sûr était retrouvée morte et dépecée à la fin du safari. C'était pour montrer la cruauté des braconniers et l'importance de protéger les animaux, mais les familles avaient très mal réagi et cette version ne fut pas gardée. Juste à côté du safari, vous pourrez emprunter un parcours pédestre pour admirer d'autres espèces. Sachez que vous pouvez faire ce parcours seul ou en visite guidée de 3 heures. Enfin, vous pourrez prendre le train Wildlife Express pour accéder au Land Rafiki Planet. Dans cette zone, il n'y a pas vraiment d'attraction au sens propre du terme, mais vous pourrez accéder à la nurserie animale et à l'exposition Habitat Habit, où vous pourrez apprendre tout plein de trucs sur les animaux. Et en face, une activité que j'adore, la ferme pédagogique. Si vous avez un peu de chance, vous pourrez assister à un combat de chèvres et je vous jure que c'est impressionnant. Et on reprend le train pour accéder au prochain land, l'Asie. Le land n'est pas très grand, pour des soucis budgétaires il a dû être réduit, mais c'est celui qui comporte les attractions les plus sensationnelles. Tout comme en Afrique, on se retrouve dans le village asiatique fictif d'Anandapur, situé au pied de l'Himalaya. Anandapur qui veut dire lieu de tous les délices en sanskrit. L'attraction principale du land est Expédition Everest qui selon moi est le meilleur roller coaster Disney tout parc confondu. Oui, même meilleur que Crush Coaster ou notre train de la mine. Il est rapide, les décors sont super immersifs, vous vous ferez poursuivre par un putain de Yeti et je vais pas tout vous dire que l'attraction vous réserve une grosse surprise. Petit indice, pensez à Pegasus Express au parc Astérix. Et si le Yeti à l'intérieur de la montagne est aujourd'hui complètement immobile, à l'époque c'était un animatronics en mouvement à la pointe de la technologie. Mais comme ces mouvements menaçaient de faire effondrer toute la montagne, il est maintenant à jamais immobilisé. Son manque de mouvement a été compensé par des jeux de lumière, ce qui lui vaut le surnom de Disco Yeti. Autre attraction à sensation, Kali Rivers Rapid, une attraction de type bouée qui a pour thème la déforestation. Paye ton thème pourri quoi, non mais c'est vrai comme l'a dit un grand sage de notre époque. Bon, en vrai, heureusement qu'ils ont pris un thème un peu original et qu'ils ont des super décors parce que niveau parcours, c'est pas l'éclate. L'attraction Popeye à Island of Adventure est bien meilleure. Vous sortirez aussi trempé que si vous veniez de prendre une douche, mais le point positif, c'est qu'en Floride, ça sèche vite. Et bien sûr, vous pourrez là aussi emprunter un parcours pédestre pour découvrir des animaux asiatiques comme un très beau couple de tigres ou des chauves-souris. Et enfin, après l'Asie, vient le dernier land du parc, Dinoland, consacré évidemment aux dinosaures. La zone Dinorama a été rajoutée à Dinoland en 2001 pour relancer la popularité du parc. Ces attractions ont été rachetées à des forains et ça se sent un petit peu quand même. Primeval Whirl, je sais pas, est typiquement le genre de roller coaster qu'on peut trouver dans une fête foraine. Vous savez, ceux avec les virages super brutaux là. Brutal. Vous en avez marre d'être en bonne santé, d'avoir un corps qui fonctionne parfaitement, de n'avoir mal nulle part? Alors essayez Primeval World à Dinorama. Avant, j'étais chercheuse à la NASA, quelle galère! Mais grâce à Primeval World, j'ai perdu 40% de mes neurones. Maintenant, je suis youtubeuse! Merci Primeval World. Bref, ces attractions ne furent pas bien reçues par les fans qui accusèrent Disney de céder à la facilité de ne plus fournir d'attractions uniques. Disney qui cède à la facilité, oh là là, quelle surprise! Mais Disney a mis fin à ces accusations en lançant en 2005 le tout premier animatronics mobile, Lucky le dinosaure. Sauf qu'aujourd'hui, pour avoir la chance de rencontrer Lucky, il vous faudra aller à Disneyland Hong Kong. Mais Dinoland, ce ne sont pas que des attractions médiocres, c'est aussi le land qui a eu les couilles de faire une attraction sur le film Dinosaur. Bon, ok, elle existait avant Dinosaur et s'appelait Countdown to Extinction. Mais quand même. Et pourquoi qu'Animal Kingdom, ils peuvent avoir une attraction sur Dinosaur et nous, on peut pas en avoir une sur Atlantide? Pas juste.
Je dois dire que l'attraction est excellente. On est dans une sorte de 4x4 et on évolue dans un super décor avec des rebondissements, des effets spéciaux et tout. Il y a une rumeur qui dit qu'on pourrait avoir ce type d'attraction sur le thème d'Indiana Jones comme en Californie à Disneyland Paris et ça serait génial. Et voilà, on a fini la visite, maintenant place aux astuces et conseils. Animal Kingdom n'est pas un parc très fréquenté et même pour les plus grosses attractions, vous ne risquez pas de faire trop de queue sauf pour le Land Avatar. Comme toujours, n'oubliez pas les Fast Pass et les Single Riders. En été, le parc bénéficie de journées prolongées depuis 2016. Profitez-en pour faire les attractions qui auraient eu par hasard trop de queue en journée. Souvent les gens ne passent pas la journée entière à Animal Kingdom, il y aura donc moins de monde. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup d'attractions dans ce parc, c'est avant tout de la visite. Si vous êtes là juste pour les attractions, ne faites pas ce parc, vous serez déçus. Prenez plutôt une journée supplémentaire à Magic Kingdom ou à Universal. En revanche, si vous aimez la nature, les animaux et que vous aimez juste vous balader dans des décors magnifiques, ce parc est pour vous. Animal Kingdom propose 4 spectacles, une comédie musicale sur le Roi Lion, une comédie musicale sur les mondes de Nemo. Pour le coup, ce spectacle est très long et comme en plus le film de Nemo original n'a pas de chanson, vous ne pourrez pas vivre les musiques comme avec le Roi Lion par exemple. Donc à moins que vous soyez fan de comédie musicale, je vous dirais peut-être de la zapper. Un spectacle d'oiseaux et un spectacle nocturne vaguement basé sur le live action du livre de la jungle, mais c'est plus un spectacle de danse et de projection sur l'eau. Quand vous effectuez les parcours pédestres, prenez votre temps, regardez bien les animaux, posez des questions aux cast members, lisez les fiches informatives, votre expérience ne sera que plus réussie. Il y a un jeu interactif pour les enfants dans le parc inspiré du film Là-haut où ils pourront gagner des badges en effectuant certaines tâches dans le parc, idéal pour les faire apprendre en s'amusant. Je me répète, mais l'attraction de 1001 pattes peut vraiment faire peur aux petits et aux personnes avec des phobies, alors faites gaffe. Explorez le parc de fond en comble, il est fait pour ça. Si vous misez que sur les attractions, vous l'aurez bouclé en une matinée. Si vous avez décidé d'acheter un billet Park Hopper, c'est-à-dire un billet qui vous permet de passer d'un parc à l'autre, je vous conseille de faire une matinée à Animal Kingdom, de prendre le bateau et d'aller à Epcot l'après-midi. Ce sont les deux parcs qui peuvent être faits en une demi-journée, même si vous passerez sûrement à côté de plein de trucs. Goûtez les différentes gastronomies des Landes, vous n'êtes pas obligé de forcément aller au restaurant, il y a plein de petits snacks. Parlez aux cast members, comme il n'y a pas beaucoup de monde, ils auront du temps pour vous et ils auront tous un truc intéressant à dire. Ah d'ailleurs les Américains sont beaucoup plus actifs niveau pin trading, donc c'est vraiment l'occasion pour les fans d'agrandir leur collection et aux autres de s'y mettre. Si vous arrivez à l'ouverture, prenez autant de fast pass que vous pouvez pour Kilimanjaro Safari et Expédition Everest parce que c'est sûr que vous aurez envie de les faire plusieurs fois. Et si vous arrivez à choper des fast pass pour les attractions du Land Pandora, franchement, bien joué. Enfin, participez aux activités du parc comme les spectacles de rue ou les numéros de danse, c'est la garantie de passer une super journée. Et voilà, c'est à Animal Kingdom que s'achève notre série de face cachée des parcs sur les parcs d'Orlando. Alors moi mon préféré reste Island of Adventure, mais vous avez bien vu qu'il y en a pour tous les goûts. Et n'oubliez pas qu'il y a encore plein d'autres parcs à Orlando qu'on n'a pas eu le temps de faire. Déjà les 2 autres parcs de Disney World, Epcot et Hollywood Studios, mais aussi SeaWorld, Busch Garden et des tas de parcs aquatiques. Allez, moi je retourne danser le disco avec le Yeti. Putain, il y a vraiment qu'à Animal Kingdom qu'on peut dire ça. C'était la face cachée des parcs, à la prochaine.